Et c'est parti pour Planète Marché. Nous avons une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Sophie Chevelier. Bonjour Sophie Chevelier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérante allocation d'actifs chez Dorval AM. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés ce soir par Gilles Bazissière. Bonjour Gilles Bazissière. Bonjour. Vous êtes président d'Equity GPS et nous avons le plaisir également d'être accompagnés par Xavier Patrolin. Bonjour Xavier Patrolin. Bonjour. Vous êtes président d'Albatros Capital. Alors, nous allons tenter de décrypter ensemble l'actualité financière, ou en tout cas l'actualité économique et son incidence sur l'actualité financière. On va commencer avec vous, Sophie Chevelier. Depuis les indices CPI publiés la semaine dernière, les marchés attendaient la publication de l'indice PCE, notamment sa version Core, indice dont on estime qu'il est le plus suivi par la Fed dans son suivi de l'inflation. Et mécaniquement, on se rend compte que les craintes du marché sont confirmées. L'inflation est peut-être un petit peu plus résistante, persistante que prévu aux États-Unis. Oui, donc effectivement, les derniers chiffres ont confirmé les chiffres de Core PCE, donc qui est effectivement le chiffre qui est suivi par la Banque de la Réserve fédérale, ont confirmé les mauvais chiffres de CPI qu'on avait eu d'ores et déjà la semaine dernière. Ce qu'on observe, c'est effectivement une inflation dans les services qui reste extrêmement fort, et même quand on sort la problématique des loyers, puisqu'on savait en fait que l'immobilier, en tout cas l'indicateur immobilier américain, qui n'est pas juste les loyers, mais l'indicateur immobilier américain était très très élevé, mais a commencé à refluer. Mais même hors immobilier, on est sur des niveaux qui sont toujours très élevés et au-dessus des attentes, aux alentours de 5%. Donc c'est un niveau qui reste inconfortable. Je pense que c'est quelque chose qui marque la fin d'une phase, c'est-à-dire qu'effectivement on a eu une phase de désinflation assez forte qui a commencé l'été dernier et qui venait des questions d'offres, puisqu'on a eu deux composantes dans l'inflation. La composante offre avec tous les goulets d'étranglement dont on avait hérité pendant la période Covid. Et maintenant on est vraiment dans la composante demande. Donc on se rend compte qu'il ne suffisait pas d'agir simplement sur le volet offre pour voir l'inflation baisser mécaniquement. Exactement. Et je dirais que ce qui est relativement inquiétant, en tout cas dans cette composante, c'est que depuis, on a des taux réels aux États-Unis à 10 ans qui sont remontés aux alentours de 1,5%, donc le niveau le plus élevé sur la décennie. Depuis maintenant le mois de septembre, donc ça fait déjà plusieurs mois, et pour autant on ne voit pas encore aujourd'hui d'impact significatif sur la demande. Donc forcément, ça ramène à des considérations de révision en hausse des anticipations du taux terminal de la Fed. Les indicateurs, donc le WIRP qui suit les anticipations de hausse de taux, était il y a encore pas si longtemps aux alentours de 4,8, et là on est remonté à 5,4. Et effectivement, le consensus est en train de glisser avec une idée un peu que 6 serait peut-être le nouveau 5. D'accord. On est en train de glisser. Donc maintenant, on ose prononcer 6. Voilà. On ose prononcer 6. 6 est peut-être le nouveau 5. En tout cas, il y avait un certain nombre d'académiciens, d'observateurs économiques qui le disaient déjà depuis un petit moment, mais c'est vrai que les marchés avaient adopté une position, entre guillemets, plus dovish. Et on est en train de réviser. Donc, bien sûr, comme on le sait, les tensions obligataires... Parce que dans votre scénario à vous, dans votre lecture du marché, effectivement, le fait que les premiers chiffres d'activité aux États-Unis depuis début janvier montrent plutôt la robustesse de cette économie, que l'inflation reste persistante, la résilience de l'économie, ça alimente cette idée que la Fed pourrait aller jusqu'à 6 pour coûte que coûte pour faire baisser cette inflation aux États-Unis ? Alors coûte que coûte, voilà, pas à n'importe quel prix non plus. Je pense pas que. C'est-à-dire qu'en fait, en absolu, on n'est pas non plus sur des niveaux. On n'est pas en train de parler 10-12% d'inflation. On est sur des niveaux d'inflation qui sont au-dessus des cibles, qui sont les cibles des banques centrales et en sortie d'une période qu'on qualifiait de stagnation séculaire. Donc, effectivement, on peut pas. Les banques centrales n'envisagent pas durablement de dire on aura autour de 4 à 5% d'inflation. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt à accepter. Maintenant, ce n'est pas à n'importe quel prix non plus. Donc, les banques centrales ne sont pas non plus dans l'idée de on va faire monter le taux de chômage de 4 points. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus un problème d'ajustement des anticipations de marché, des anticipations et de l'action des banques centrales. On était probablement, parce que la plupart des gens avaient un scénario de récession,
On était probablement, le marché était devenu un petit peu trop complaisant sur cette question de l'inflation. D'accord, ouais. Et la résilience de l'économie américaine, la situation de plein emploi fait que l'inflation met plus longtemps à refluer. Donc appellera probablement une réponse banque centrale un petit peu plus tonique. Pour bien comprendre, le risque aujourd'hui, c'est une hausse des taux de la Fed ou un maintien des taux de la Fed à un niveau haut durablement ? Les deux. C'est-à-dire que la Fed n'a pas fini, on se rapproche, on est très très proche probablement de la fin du resserrement des conditions financières, mais le niveau élevé de l'inflation cœur amènera probablement la Fed à maintenir les taux à un niveau élevé un petit peu plus longtemps. Gilles Bazissière, si on revient sur ce sujet, effectivement, indice PCE dans sa version core, donc plus élevé que prévu au mois de janvier aux États-Unis. Comment est-ce que vous analysez ça chez Equity GPS ? Comment est-ce que ça rentre effectivement dans vos analyses et notations des différentes thématiques d'investissement ? Alors ça ne rentre pas directement car on n'a pas dans nos inputs pour établir nos ratings de chiffres d'inflation, mais par contre ça rentre via les taux. D'accord. Bien évidemment. Et là, on a vu la partie longue des trésoreries aux États-Unis rebondir depuis quelques heures. Oui. Tout à fait. Et alors, sur cette surprise, parce que c'est une surprise par définition, ce n'était pas prévu, sinon le marché ne serait pas dégradé et bien sûr, les taux longs ne seraient pas montés. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que d'ores et déjà, on avait repris une tendance à la hausse sur les taux longs avant cela, qui vient, et ça c'est un premier point. Deuxième point, on a beaucoup monté en termes de taux longs depuis 2 ans. Et 2 ans et demi. Donc si on prend un peu de recul, on est passé en gros de 0,5 à pas loin de 4 maintenant. Ça a été largement gommé par le tsunami de cash, le tsunami de dépenses budgétaires, ainsi que le QE des banquiers centraux. Et là, maintenant, on est en phase de normalisation des politiques monétaires d'une part, et on est en phase d'arrêt de QE et de début de quantitative tightening. Mm-hmm. Et donc, toute mauvaise surprise sur le front de l'inflation va rappeler un petit peu au marché et avec des conséquences plutôt négatives sur l'évolution des cours. Que la bataille n'est pas finie et qu'on ne passe pas de quantitative easing à quantitative tightening facilement ni en peu de temps. Et j'aimerais rajouter l'élément suivant. Quand on sort un peu de l'événementiel, de ce taux d'inflation-là, si on prend un petit peu de recul, on peut estimer que la hausse des taux dans le monde sur l'ensemble des agents économiques, que sont les entreprises, les ménages, mais également les États. Il ne faut pas oublier la dimension endettement des États, qui est de plus en plus importante, à la fois en nominal et presque en pourcentage du PNB. On va passer en 3 ans, de 2020 à 2023, 2024, on va passer d'une ponction de frais financiers de 12% du PNB mondial, à peu près, représentant l'équivalent de 12% du PNB mondial, à quelque chose comme 16% du PNB mondial. Donc c'est un choc assez important sur l'ensemble des agents économiques et qui n'est pas de nature à être très, très, très favorable. En termes d'activité en tant que telle et puis de rentabilité également. Donc ça pourrait venir peser sur l'activité des entreprises au global, sur la profitabilité sans doute. Alors que pour l'instant, dans la saison des résultats, on voit qu'ils arrivent à passer les hausses de prix sans trop de problèmes, notamment sur les grosses capitalisations. Absolument, mais je vous rappelle que les hausses de taux ont un impact dans l'économie réelle extrêmement lissé dans le temps. Parce qu'en moyenne, la duration moyenne de la dette des États, c'est 5 ans. Et la duration moyenne de la dette des entreprises ou des ménages, on peut prendre autour de 2 ans. Et donc, il y a quand même une latence assez importante dans la transmission de l'économie, dans l'économie réelle de la hausse des taux, à la fois des taux d'intervention courts et puis des taux longs.
Xavier Patrolin, si je reprends le début de l'histoire, c'est pas le début de l'histoire, mais en tout cas c'est le début de l'histoire de ce soir, sur cet indice PCE Core. Alors effectivement, la question c'est de savoir quelle sera la réaction de la Fed dans un contexte où l'inflation reste élevée et où l'économie américaine reste robuste. Mais est-ce que le scénario de la Fed, en fait, on le connaît pas déjà, la question c'est le timing, mais de toute façon, le scénario, il est écrit aujourd'hui. Oui et non, pas si écrit que ça, non, finalement. Non, oui, moi je pense que vous avez raison sur le point. Il est probablement écrit sur l'ampleur de la hausse des taux. Ils peuvent réviser peut-être de 25 points de base ou peut-être de 50 points de base additionnels, mais on est globalement arrivé pas loin du terme du processus. Par contre, c'est la deuxième partie, c'est la stabilisation, ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Et ce point est essentiel. Et là, il faut rentrer sur les éléments je vais pas le faire trop longtemps, mais il faut rentrer sur les éléments qui caractérisent, les éléments structurels qui caractérisent l'économie américaine. L'économie américaine est confrontée à quelque chose de tout à fait exceptionnel depuis quasiment l'après-guerre, l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors, on me demande que vous arrêtiez de toucher le micro pour qu'on puisse vous entendre effectivement de l'autre côté. Elle est déficitaire à ce stade de 5 millions d'emplois. Donc c'est quelque chose qui ne s'est pas vu depuis au moins un demi-siècle. Donc la Fed peut faire ce qu'elle veut. De toute façon, les conditions du marché du travail sont exceptionnelles. Donc l'action qu'elle peut avoir, en d'autres termes, l'action qu'elle peut avoir par une remontée des taux courts pour faire décélérer la croissance est extrêmement faible. Ou alors il faudrait qu'elle remonte, qu'elle double au fond, qu'elle détruise. C'est-à-dire que le marché du travail, quand vous êtes en situation déficitaire de 5 millions d'emplois, ça veut dire que si vous voulez commencer à une contraction du marché du travail, vous devez détruire 5 millions d'emplois. Donc vous devez quasiment, c'est pas une micro-récession, on n'est pas loin de c'est un choc. Alors on a détruit énormément au moment du Covid, mais ça a été purement transitoire. Donc cette phase structurelle du marché du travail complexifie l'action de la Fédérale Réserve. Donc quoi qu'elle fasse, elle ne pourra pas agir suffisamment pour ce qui est frappant, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell. Je ne sais pas combien de fois il a dit au cours de cette conférence de presse à des questions qu'on lui posait, je ne sais pas. Donc on ne va pas faire ici, on ne va pas dire qu'on sait à la place. Bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais on essaie de comprendre les dynamiques. Et donc je pense que le mouvement de hausse des taux a probablement eu lieu. Par contre, la phase qui suit est rempli d'incertitudes, parce qu'on ne connaît pas tout à fait la trajectoire de reflux de l'inflation core. Et on va être dans une situation tout à fait paradoxale, c'est-à-dire qu'on va avoir une inflation core qui va être extrêmement résistante et une inflation agrégée qui, elle, va continuer à décroître par le choc notamment sur les matières premières. Ma théorie, c'est pas une théorie, c'est que tout choc pétrolier, en tout cas aux États-Unis, est suivi d'un contre-choc pétrolier. Donc on va avoir cet impact-là. Par contre, le retard qu'a pris la Fédérale Réserve au cours de l'année 2021, ça reste dans l'activité économique. Et donc vous avez cette espèce de conjonction entre un marché du travail qui est dans une évolution structurelle, on pourra revenir là-dessus, il y a des raisons démographiques, il y a plein de facteurs, et puis une économie américaine qui a été chauffée à blanc post-Covid par une stimulation budgétaire et une stimulation monétaire. Puis un contexte post-Covid qui a perturbé l'offre et la demande. Donc tout ça s'est agrégé, et comme la Fed est en retard, ça a diffusé, et on le voit aujourd'hui sur les services, et l'action que pourrait avoir la Fédérale Réserve sur les services, c'est extrêmement difficile. Ou alors il faut qu'elle change complètement son target, si j'ose dire, et qu'elle provoque une récession. Et je ne suis pas sûr qu'elle ait ce mandat du point de vue de l'exécutif américain. Donc ça veut dire que probablement les taux on fait quasiment ils réagissent aujourd'hui, peut-être qu'ils réagiront encore pendant quelques jours, mais ils ont fait l'essentiel de leur mouvement. Par contre, ils vont probablement rester à un niveau élevé. Et moi, je voudrais quand même signaler une petite observation. On n'arrête pas de dire que les taux réels sont à 1 et 1,5. Non, les taux réels sont négatifs. Les taux longs. Oui, mais je parle à long terme. Oui, c'est-à-dire le coût de financement des entreprises, donc dans la durée, pas instantanément. Voilà, moi, je prends l'inflation. L'inflation, c'est un débat. Oui. C'est un débat, et je pense que le taux réel mesuré en prenant l'inflation contemporaine, pas l'inflation telle qu'elle est anticipée sur les marchés d'obligations indexées, on reste en taux réel négatif. Ce qui et donc, il faut que les banques centrales, ça agit très vite sur les agents économiques. Parce que pour monsieur tout le monde,
monsieur tout le monde si j'ose dire, dans la rue, sans être méprisant à son endroit. Lui, ce qui compte, c'est qu'il va faire une comparaison, il ne va pas regarder l'indexé d'inflation sur le 10 ans ou le 5 ans ou le 10 ans du T-bond. Il va regarder le prix à un instant pratiqué aujourd'hui. Voilà, sur l'immobilier, ça agit. Alors, pourquoi ça agit sur l'immobilier ? Parce que l'indice d'inflation sur l'immobilier est complètement différent de l'indice d'inflation agrégé. Et donc, c'est pour ça que les banques centrales vont probablement être dans une phase d'attente, parce qu'elles savent quand même que l'inflation consolidée va refluer, que les taux réels mesurés à l'aune de l'inflation instantanée vont à un moment se tendre, et c'est ça qu'elles attendent. Cette contraction, au fond, du crédit va probablement plus se faire par un impact des taux réels instantanés que des taux réels mesurés à l'aune des indexés. Et c'est ce qui fait que la Fed est dans une stratégie d'attente, puisqu'elle, au fond, elle a remonté ses taux depuis à peine 12 mois. Les premiers effets sont en train de gripper marginalement l'activité économique, et donc elle doit être en toute théorie, dans une position d'attente. Donc le chiffre d'aujourd'hui ne change pas grand-chose. Mais donc, si je comprends bien, elle attend alors même que vous nous dites que le marché de l'emploi est suffisamment solide pour faire en sorte de ne pas faire baisser l'inflation à court terme. Oui, alors ça veut dire probablement qu'elle va devoir garder cette posture pendant de très longs trimestres. C'est-à-dire que classiquement, entre le point haut de la hausse des taux et la phase de retournement, la première baisse des taux, les périodes étaient très rapprochées sur les décennies passées. Tout simplement parce qu'on était dans un cadre d'un marché du travail qui était surcapacitaire. Là, il est sous-capacitaire. Il est en situation pénurique. Donc ça va forcément changer son comportement monétaire à partir de cet instant. Et donc ce qui est plus important pour le marché, c'est la phase le plateau que l'on risque d'avoir. Et ce phénomène, on va le rencontrer aussi en Europe. Donc c'est ça qui va introduire des biais. Et d'où le fait qu'à mon avis, les marchés se trompent, c'est ce que j'ai mis dans mon petit laïus que je t'ai envoyé tout à l'heure. Le marché, en voyant l'inversion de la courbe des taux, le marché pense qu'il y a une anticipation récessive. Je ne le crois pas. On est dans un changement de régime d'inflation, donc ça ne vaut pas. L'inversion de la courbe des taux, c'est pertinent. En valeur d'anticipation de récession, c'est pertinent un régime d'inflation stable. Quand vous êtes en modification, là, globalement, les gestions obligataires à travers le monde sont ravis de trouver enfin des taux. Ça fait une décennie qu'elles ont été sevrées de taux raisonnables, si j'ose dire. Elles étaient à des taux quasi nuls ou très très faibles. Il y a l'ensemble des assets allocateurs dans des grandes institutions financières qui sont ravis d'aller acheter du T-bond à 4% ou de l'EAT française à 3%. Quel que soit... Il y a beaucoup de sujets effectivement là-dedans, et notamment sur le marché du travail. Mais juste avant, Sophie Chevelier, alors effectivement, moi, quand on parle d'inversion de la courbe des taux, mécaniquement, scolairement, on y voit un spectre récessif, une anticipation de récession. Est-ce que vous le voyez aussi, ou est-ce que vous partagez ce que dit Xavier Patrolin, qu'effectivement, le contexte est peut-être un petit peu différent cette année ou en ce moment ? Moi, je partage assez votre point de vue sur le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on sort d'une décennie qu'on qualifiait de stagnation séculaire, où le principal problème de policy mix, c'est-à-dire politique budgétaire, politique monétaire, était de soutenir la demande. Et c'est vrai que par la force du marché du travail, ça n'est plus du tout l'enjeu aujourd'hui. Donc on a un changement de grille de lecture, et c'est vrai que nous ne considérons pas le message. En tout cas, il y a un problème dans la courbe des taux aujourd'hui. Pour nous, c'est pas un message. Le message n'est pas pertinent. Donc c'est plus les taux qui se trompent plutôt que les marchés actions non, où tout le monde peut se tromper. Alors d'abord, tout le monde peut se tromper. Oui, d'accord. J'irais pas dire que les taux se trompent, mais les taux se positionnent ou bien en anticipant une récession proche. Alors, la plupart des enquêtes mettent encore un consensus pour 60% de récession d'ici la fin de l'année. Donc, se positionne. Oui, ça reste un scénario. Ça reste le scénario central de la plupart des investisseurs. Ce n'est pas le nôtre, mais ça reste le scénario central de la plupart des investisseurs. Donc, ou bien pour ça, ou bien regarde un petit peu plus long terme en se disant ce que l'on a devant nous, ça ne peut être qu'un retour à la stagnation séculaire. C'est-à-dire que de toute façon, si on se positionne, si on passe cette espèce de période de tension, etc., la normalité derrière, c'est un retour à la stagnation séculaire. Donc un retour à l'avant. Un retour à l'avant. Ce qui, de par le changement de paradigme, s'il n'est pas contredit par des politiques d'offres sur l'emploi qui vont peut-être rouvrir les vannes de l'immigration aux États-Unis, c'est un vrai sujet, est vraiment questionnable. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est appelé à se poser des questions
sur l'emploi plus profonde, auquel on répondra dans la durée. Mais c'est vrai qu'on a l'impression effectivement qu'il y a un véritable changement de paradigme et qu'aujourd'hui, c'est mal appréhendé par la courbe des taux. Un petit point, j'entendais sur ce plateau qu'effectivement les chiffres de l'emploi aux États-Unis, il y avait peut-être un biais lié à leur solidité qui était l'effet météo tout simplement et des emplois saisonniers qui auraient été maintenus plus longtemps que... C'est corriger des saisonnalités, les stats américaines, mais je n'ai pas d'avis sur cette question. Vous n'aviez pas trop là, ça ne suffirait pas à expliquer... Non, parce qu'il y a un tel manque. La modification du marché du travail à laquelle on constate, le caractère pénurique, a commencé au milieu des années 2010. Donc le phénomène, c'est quasiment avant l'élection de Donald Trump. Donc le marché commence à être en situation pénurique, c'est-à-dire que le solde devient légèrement positif à partir de 2014-2015. Donc il y a une accélération avec le Covid, mais non. Alors après, on peut avoir des phénomènes saisonniers liés à la météo, mais ça ne change rien à la problématique pénurique, au caractère structurel. Ça n'a aucun impact. Gilles Bazissière, si on fait le lien avec les marchés financiers, que nous disent les ratings d'equity GPS, justement pour les marchés financiers américains, dans le contexte qu'on vient d'évoquer actuellement? Alors sur le marché américain, on a un rating très faible aujourd'hui, faible comme on n'a eu que 13% des cas dans le passé. Donc on est au 87e pourcentile en termes de cherté, de non-attractivité du marché américain. Je rappelle qu'on les calcule en agrégeant bottom-up nos ratings valeur par valeur. On suit 95% de la capitalisation boursière mondiale et on établit nos ratings tous les jours. Et donc là, le marché américain nous paraît depuis un petit moment fragile et susceptible d'être mis en difficulté en termes de performance par des surprises négatives. D'accord. Une surprise négative relative à l'inflation, relative donc à la supposition générale que la Fed devra baisser ses taux très vite, le fameux pivot de la Fed, ce qui est une des façons de résoudre une courbe des taux inversée, c'est en effet de baisser les taux courts, mais il y en a une deuxième façon de résoudre la position certes anormale d'une courbe des taux inversée, très anormale, c'est la hausse des taux longs. Voilà. Dans les deux cas, on stabilise la courbe, oui c'est ça. Et mais ou en tout cas on la fait redevenir normale, ce qui est puissamment incitatif pour l'activité économique et les comportements de tous les agents économiques et des investisseurs également, d'avoir une courbe des taux normale. Courbe des taux inversée, ça perturbe tout, les investisseurs se détournent des investissements productifs à risque qui financent la croissance de demain pour des investissements non risqués. Qui rapportent beaucoup à court terme ou plus. Et puis quant aux entreprises, si ça coûte plus cher de s'endetter à 2 ans, on investira un petit peu moins. En tout cas, on fera un peu plus attention. Et puis, il y a une limite à l'effet favorable inflationniste dans les comptes des entreprises. Dans un premier temps, on peut passer des hausses de prix de façon un peu généralisée, en se cachant derrière l'inflation. Mais au bout d'un moment, il y a des secteurs qui souffrent réellement. Et au global, des hausses de coûts et des hausses d'inflation, c'est pas bon non plus pour les marges des entreprises. Donc je dirais que là, on a une poursuite de la hausse des taux longs, voire une petite accélération ponctuelle avec ce chiffre-là, cet événement-là, mais qui s'inscrit dans une logique beaucoup plus long terme. Et si le marché américain était, à notre avis, chèrement payé et pas attractif avant la hausse d'aujourd'hui des taux longs, eh bien, elle l'est encore moins après cette petite hausse des taux longs supplémentaires. Et donc, nous, on est assez réservé de façon générale et générique. Bien sûr, à l'intérieur du marché américain, il y a des tas de situations différentes. Il y a beaucoup de valeurs qu'on préfère à beaucoup d'autres qu'on n'aime pas du tout. Mais en général et en générique, nous semble que le marché est mûr pour retracer un petit peu la hausse de début d'année qui, je vous rappelle, avait été largement comprise par une partie des intervenants du marché comme étant le signe que la Fed allait relâcher bientôt. Mais si on analyse à la lumière de la forte baisse
de la fin de l'année dernière. Là, ça relativise complètement la hausse du début d'année, qui était en large partie, à notre avis, due par un phénomène de window dressing de fin d'année dernière. Bon, du coup, ça m'amène au sujet qu'on traitait en introduction. Est-ce qu'on peut parler de moment Europe si effectivement vos ratings sont aussi mauvais sur les marchés américains? Est-ce qu'ils sont meilleurs sur les marchés européens? Sur les marchés de la zone euro. De la zone euro, oui. Pas de l'Europe au sens large, parce que les marchés refuges de meilleure qualité en dehors de la zone euro, meilleure qualité que la zone euro, sont eux pricés à notre avis de façon assez pleine. Mais la zone euro a des caractéristiques en fait sectorielles qui la rendent attractive relativement dans les circonstances actuelles. C'est le fait que les technologies de l'information sont très peu représentées. Je parle de la zone euro, oui, bien sûr, par rapport aux États-Unis notamment. Il y a aussi le fait que la pharma et les biotech sont moins représentées qu'en Europe hors zone euro, dans les marchés plus sophistiqués, avec des entreprises de meilleure qualité au global, selon nous. Et donc ça fait que les banques et les grosses sociétés value sont relativement bien positionnées dans l'environnement actuel global, et il se trouve qu'elles sont surreprésentées en zone euro par rapport à d'autres marchés développés. Donc oui, on peut continuer à voir une surperformance de la zone euro. J'en veux pour preuve les banques. Nous, ça fait longtemps qu'on a un rating très favorable, très élevé sur les banques de la zone euro. Et même aujourd'hui, elles continuent de surperformer. Donc, c'est vraiment typique de l'investissement value et contrariant. Xavier Patrolin, si on parle marché, alors on peut commencer effectivement par continuer la discussion qu'on avait tout à l'heure sur l'économie américaine, avec peut-être votre avis ou votre point de vue sur ces marchés américains qui corrigent effectivement en ce moment, et puis peut-être un mot de la saison des résultats en Europe plus précisément, qui pourrait ou non porter le marché européen. Alors une petite observation, si vous mettiez $100 en 2008, vous faites deux choix, vous mettez $100 sur les bourses américaines ou $100 sur le reste du monde. À la fin de l'année dernière, vous aviez $98 sur le reste du monde et vous aviez un peu plus de $300 sur les marchés américains. Donc ça veut dire qu'ils ont la surperformance qu'a été capable de produire, de générer les actifs zone US par rapport au reste du monde sur la décennie passée est exceptionnelle. Et quand vous la mettez en regard des valorisations, des déciles de valorisation, vous avez aujourd'hui un écart gigantesque, enfin spectaculaire, entre les actifs américains, même s'ils ont consolidé un petit peu sur 2022, et le reste du monde. Donc dans le reste du monde, il y a la zone euro, mais pas que. Il y a les pays émergents, il y a plein d'autres acteurs. Donc ça, c'est un point qui est probablement favorable. Alors, sous certaines conditions qu'il faudra explorer dans les prochains trimestres, mais qui est probablement favorable aux actifs non américains. D'accord. Ouais. Donc, si vous y mettez une baisse possible du dollar contre toute devise, en tout cas une dépréciation du dollar, ça doit aider. Maintenant, sur les publications de résultats sur la zone euro, je crois que c'est la grande surprise depuis 2 ou 3 trimestres. Les marchés ont anticipé sur l'événement. On est le jour anniversaire de l'Empire du Mal, si j'ose dire. De l'invasion de l'Ukraine par l'Empire du Mal de l'Ukraine. Et les marchés ont vu tout de suite une récession immédiate, une récession bénéficiaire. Or, beaucoup d'investisseurs ont oublié la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, c'est ce qu'on apprend, je sais pas, à l'école primaire, au collège ou au lycée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les économies européennes, et l'économie mondiale, mais les économies européennes ont connu un choc majeur au moment du Covid. Et toute la phase de stimulus, de reconstitution des stocks, de carnet de commandes était extrêmement puissant et largement supérieur aux impacts d'instabilité sur les matières énergétiques. Et donc, au fond, on a assisté tout au cours de l'année 2022 à des révisions absolument spectaculaires en termes d'activité, de rentabilité sur les valeurs européennes. Et donc, à un moment, fin septembre de l'année dernière, vous aviez un écart absolument gigantesque entre les valorisations que proposaient les marchés européens, qui étaient sur les déciles les plus faibles, et des révisions bénéficiaires sur 2022 et 2023 qui restaient extrêmement toniques. Alors maintenant, ça commence à décélérer, évidemment, les révisions commencent... Mais on n'est pas en contraction.
on est quasiment en stagnation avec des niveaux de rentabilité qui restent toujours très élevés. Donc les marchés ne sont pas, contrairement à ce qui est souvent dit sur ce plateau et d'autres, que les marchés ne sont pas du tout dans une phase euphorique, en Europe en tout cas. Ils rattrapent. Ils passent une phase de pessimisme, et de pessimisme qui a été probablement exagéré parce que la situation était extrêmement complexe à apprécier. C'est facile de refaire l'histoire ex post. Dans l'instant, c'était plus compliqué de l'anticiper. Oui, parce qu'il y avait quand même une vraie crainte en matière d'approvisionnement énergétique. Oui, mais quand vous regardiez les carnets de commandes, par exemple, vous avez des enquêtes mensuelles de la Banque de France qui couvrent une vingtaine ou une trentaine de secteurs. Je suis désolé, moi je les regardais attentivement, je les regarde par construction tous les mois. Vous avez des carnets de commandes qui continuaient à se reconstituer, des stocks qui restaient extrêmement bas sur des biens intermédiaires. Alors c'est l'économie française, mais quand même. Donc comme vous avez des stocks bas et des carnets de commandes qui montent, quand bien même il y a des chars à 2 heures de Paris, des chars russes, non, ça continuait. Donc cet élément-là était prédominant par rapport aux impacts. Alors maintenant, ça va commencer à gripper parce que les stocks se sont reconstitués, les carnets de commandes commencent à refluer, mais il n'y a pas un effondrement, il n'y a pas un risque. On est dans une phase de normalisation. On était dans une économie de redressement, de reconstitution, de rétablissement, et on va rentrer progressivement dans une phase de normalisation, mais sur des niveaux d'activité et des niveaux de rentabilité qui ne sont pas très très inquiétants à ce stade. Peut-être que quand on se revoit dans un an, les choses auront complètement changé. Mais on n'a pas des stocks extrêmement élevés. Il y a encore des secteurs où les stocks sont assez bas. C'est moins vrai sur l'amont du cycle, c'est plus vrai sur l'aval. On a des carnets de commandes qui commencent à décélérer, mais je pense que le comportement de carnets de commandes et de stockage a probablement été impacté par ce qui s'est passé sur le Covid. Donc on peut s'attendre à ce que le niveau des stocks reste relativement élevé, parce que les gens vont vouloir avoir des stocks de précaution. Donc globalement, on a des déciles de valeur. Pour en revenir à son dada, si j'ose dire, à son activité. Ce que disait Gilles Bazissière, à son activité au quotidien, on a des déciles de valorisation sur les marchés européens qui sont normalisés, mais qui ne sont pas inquiétants, qui ne présentent pas de surévaluation patente. C'est moins le cas, évidemment, sur les actifs américains. Sophie Chevelier, comment est-ce que vous regardez effectivement ces marchés financiers ? C'est vrai que on l'a pas encore évoqué, même si on l'entend souvent sur ce plateau. Le comportement des small et mid cap également qu'on attend. On a l'impression que tous les investisseurs de la place attendent le retour des small et mid cap, mais on les voit pas encore. Ça se traduit pas encore dans les indices ou dans les performances boursières aujourd'hui. Comment est-ce que vous analysez déjà la performance des marchés européens à l'instant où on se parle, notamment le plus haut du CAC 40 la semaine dernière, et la saison des résultats qui n'est pas encore terminée, mais presque. Alors beaucoup de questions dans la question. Oui, bien sûr. Donc très très simplement en fait, des anticipations très pessimistes sur la zone euro dans un contexte de crise. L'année dernière. Voilà, des effets Covid mal compris. On est toujours en train d'être surpris par les effets post-Covid, vraiment, avec effectivement du surstockage de précaution de la part des entreprises, ce qu'on appelle l'effet bullwhip dans l'économie. Donc vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant et qui a amené les entreprises à restocker, alors sur des niveaux, mais qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on n'avait jamais connu sur les 20 dernières années, et qui vont rester probablement plus élevés que ce qu'on avait connu en tendance historique. Donc tout un tas d'effets qui sont venus, entre guillemets, compliquer la lecture normale et habituelle du cycle. Donc plutôt effectivement, maintenant qui se matérialise plutôt par des bonnes nouvelles, avec, vous en faisiez mention, la question de l'inflation qui, dans cette première phase, a été plutôt positive pour les entreprises, puisqu'en fait, il faut se rappeler du contexte qui est pré-Covid. L'Europe, c'était un pays, enfin, c'est une zone économique de faible croissance, avec très très peu d'inflation, complètement. On en voulait plus à l'époque. Les boîtes, les entreprises n'avaient pas monté leurs prix depuis 10 ans. Donc il y a quand même vraiment un grand nombre d'entreprises qui ont profité de cette séquence pour monter leurs prix, même quand elles n'avaient pas forcément une pression sur les coûts très forte, d'autant que leur structure de coûts était extrêmement resserrée. C'est-à-dire qu'on sortait quand même d'une grande période de stress. La crise ukrainienne, enfin, tout le monde était extrêmement prudent, je pense, sur la gestion des entreprises. Donc, arrive cette période... il n'y avait pas que le sujet matières premières. Au global, effectivement, les coûts étaient resserrés. Oui. Absolument. Donc, on arrive sur une période où, finalement, ce n'est pas la fin du monde. L'activité reste plutôt bonne. Tout le monde passe des hausses de prix. Donc ça, c'est... Et puis, tout le monde restocke, etc. Donc, l'activité manufacturière très soutenue après cette phase-là. Et c'est vrai que ce qu'on observe, c'est aujourd'hui, alors il y a un an, effectivement, des stocks étaient très bas. Aujourd'hui, des stocks qui sont historiquement très, très élevés, avec des carnets de commandes qui sont encore assez nourris. Donc, une tendance qui va progressivement s'affaiblir sans s'écrouler.
Mais c'est vrai que quand on regarde dans l'industrie manufacturière, il y a des stats qui sont sortis aujourd'hui au niveau européen. Il y a tranquillement encore 2-3 trimestres de visibilité carnet de commandes. Donc ça va s'effriter au fil de l'eau, mais ça ne va pas s'écrouler. Donc on est dans cette phase. Et c'est vrai que dans un marché européen qui n'était pas cher du tout. Alors vraiment rien à voir. Effectivement, la prime du marché américain, elle est stratosphérique rapportée au marché européen. Donc effectivement, et le tout remis dans un contexte, il ne faut pas l'oublier non plus, d'une BCE qui, après avoir été d'un message BCE très hawkish, qui est devenu beaucoup plus dovish, avec un Villeroy de Gallo, avec une Christine Lagarde. Oui, non, mais on va être data dependent, on va faire vraiment attention aux données. Là, c'est notre dernière grosse hausse de taux, les 50 points de base. Après, on n'est pas sûr, on verra. Alors, contredit par les Allemands, mais enfin, au final, quand Christine Lagarde et Villeroy de Gallo disent ça, bon. Donc tout ce contexte-là, effectivement. Et puis là, on est un peu rattrapé par la patrouille parce que les mauvais chiffres d'inflation. Mais disons qu'on a eu de très bonnes surprises sur l'Europe et c'est vrai que c'est un petit peu une fenêtre européenne qui s'est ouverte. Alors après, si on parle small mid cap, on descend dans... Oui, bien sûr. C'est pas évident. C'est vrai que c'est compliqué. On a envie, c'est hyper garp, enfin donc c'est croissance à un prix abordable, ça fait 3-4 ans que les small cap direct, donc se payent de moins en moins cher, maintenant se payent quasiment moins cher que les large cap, donc il y a une envie d'aller réexplorer la classe d'actifs, mais le contexte de période de resserrement des taux n'est pas non plus super favorable, avec la perspective peut-être d'ici 2-3 trimestres d'avoir une économie qui finirait par atterrir de façon un peu plus... Donc c'est difficile, c'est tentant. Nous, c'est quelque chose qu'on aimait bien et qu'on a commencé à rentrer dans les portefeuilles, mais avec des résultats, somme toute, plutôt décevants. Et je pense que la réouverture chinoise a joué un rôle là-dessus aussi, parce que quand on joue la réouverture chinoise, c'est pas la demande locale européenne, c'est plutôt le CAC 40. C'est plutôt les LVMH et Total de ce monde. Sûr, oui. Et donc la lumière, entre guillemets, a plutôt été tournée à nouveau vers ces grands exportateurs qui avaient une réponse à offrir à une demande chinoise renaissante. Bon, il nous reste quelques secondes plutôt que minutes. On va commencer avec vous, Sophie Chevelier. Où est-ce qu'on va chercher la performance du coup sur les marchés aujourd'hui ? Alors, nous, on est plutôt en train de réduire la voilure. D'accord, oui. La performance a été faite, du coup. Ça a été très, très, très rapide. On aime bien le call européen, mais on pense que le marché pourrait respirer, effectivement. Il y a pas mal de tensions obligataires. Mais par contre, on était complètement sortis, on n'avait aucune obligation. Et on est en train de re-regarder. C'est-à-dire que la correction qui est en train de se matérialiser dans cette fin de phase de hausse de taux, du coup, on commence à revenir chercher, à se réintéresser à la classe d'actifs obligataires. Gilles Bazissière, même question rapidement. Où est-ce qu'on va chercher de la performance selon les ratings d'Equity GPS ? De la performance relative et pas nécessairement absolue. Bien sûr. Sur les actions, on pense également que le marché directeur étant de toute façon le marché américain, si on a une correction du marché américain, il sera assez difficile d'avoir au global d'autres classes d'actifs, actions générales et génériques qui progressent. Par contre, en zone géographique, on préfère, on trouve que les émergents sont très intéressants. Ils sont encore en bear market, mais ça nous paraît relativement intéressant. Et puis, alors après, c'est des thèmes, des secteurs, et puis du bottom-up, des valeurs en bottom-up. On ne peut pas tout dire en agrégeant. Bien sûr. En agrégeant des marchés. Ça reste un métier d'investir aussi, effectivement. Absolument. Et en particulier, nous, on continue de bien aimer les financières de la zone euro pour leur mérite propre. Et puis un grand nombre de sociétés dans des secteurs divers, mais qui sont qui ont des enjeux importants en termes de lutte contre le changement climatique et en termes de gouvernance meilleure que leur secteur dans ce domaine-là notamment. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'analyser en top-down, qui ne peut que s'analyser qu'en bottom-up, mais qu'on arrive quand même, nous, à percevoir via une croissance des perspectives économiques et financières meilleures pour ces entreprises en bottom-up
que beaucoup d'autres dans le monde. Xavier Patrolin, très rapidement, où est-ce qu'on va chercher de la performance? On va chercher de la performance là où il y a du levier opérationnel, c'est-à-dire là où la croissance du chiffre d'affaires engendre une croissance des marges opérationnelles du résultat. Donc il y a tout le secteur amont du cycle économique, tout ce qui est énergie, il y a évidemment les financières, il y a les biens de construction, et puis il y a, j'ai observé là, depuis ce début d'année, au moment des publications, énormément d'annonces de programmes de share buyback, en Europe en tout cas. Et donc ça veut nous dire quand même que les valorisations, malgré l'environnement de taux, les valorisations que propose un certain nombre de valeurs sont très intéressantes. Donc je conseille à nos auditeurs de bien regarder les programmes de rachat d'actions, de regarder en même temps les valorisations. Et souvent, on peut y trouver des opportunités. Donc là, je différerai un petit peu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de segments de la cote qui réservent des potentiels en termes de croissance absolue et pas relative. On est loin, tous les secteurs value offrent encore de belles perspectives sur les prochaines années. Merci beaucoup Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Gilles Bazissire, président d'Equity GPS. Merci Sophie Chevelier, gérante allocation d'actifs chez Dorval AM. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.